Donc, Monsieur Claude Kermoral, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes là pour nous parler de votre expérience pendant le premier confinement en tant qu'enseignant. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Alors, je m'appelle Claude Kermoral, j'enseigne au STAPS et je suis essentiellement sur les enseignements de type sciences de l'éducation, psychologie et méthodologie de travail étudiant. Donc, pendant le confinement, comment vous avez vécu personnellement cette expérience un petit peu unique? Au départ, à la fois, d'un point de vue personnel, on voyait que la situation se dégradait, donc bon, il allait forcément se passer quelque chose. Et puis après, quand on a su qu'on était confiné, il a fallu organiser tout. Et c'est vrai que ça a été un petit peu un moment à la fois de panique et puis de se dire, voilà, il faut que j'y aille et puis il faut que ça se passe, quoi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Est-ce que du coup, ce confinement, ça a un petit peu remis en question votre vision de l'enseignement, vu qu'il est arrivé tellement soudainement? Ça m'a surtout posé la question du rôle que pouvait avoir l'enseignement hybride dans la formation des étudiants. Et c'était presque, bon, j'étais peut-être aussi un petit peu averti des choses avant, mais l'idée c'était vraiment de comment cet enseignement allait pouvoir enrichir ce que je faisais en tant que tel. Donc c'était à la fois la difficulté de prendre en main les nouveaux outils, mais c'était aussi l'intérêt que ça pouvait représenter pour moi. Donc, quand vous parlez d'enseignement hybride, finalement, est-ce que c'est des cours à moitié à distance que vous avez fait? Il y avait un petit peu de présentiel ou complètement à distance? Le premier confinement, c'était complètement à distance. Par contre, c'est vrai que les formules d'utilisation du type, je pense notamment à Moodle, je les avais déjà développées auparavant. Donc, ce qui fait que tous les outils que j'ai utilisés pendant le confinement, j'avais déjà une préparation de l'usage. Donc, la question, c'était plus comment j'allais pouvoir greffer ça sur de la vidéo, à ce moment-là on était sur Adobe Connect, donc comment est-ce qu'on allait pouvoir utiliser tout ça en complément des pratiques qu'on avait déjà développées sur Moodle, et comment on allait pouvoir passer du cours en présentiel à la vidéo et au distanciel. Donc, vous parlez de Moodle, donc c'est une plateforme pour partager vos cours aux étudiants, c'est ça? Oui, c'est la plateforme qui est utilisée par le CIPEN et qui permet donc la mise à disposition à la fois de documents et puis d'activités diverses qui permettent déjà d'enrichir l'enseignement en présentiel par toute la plateforme, tout ce qu'offrent déjà les plateformes d'enseignement à distance. Donc finalement, c'est une plateforme que vous connaissiez déjà. Est-ce que le confinement, ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette plateforme et de peut-être la développer un petit peu dans son utilisation? Alors j'en avais déjà pas mal de connaissances d'un point de vue de l'accompagnement des interventions. Donc en gros, comment est-ce qu'on faisait des tests, ou comment est-ce qu'on pouvait mettre à disposition des documents aux étudiants avant les cours, enfin tout ce qui était les fonctions d'accompagnement. La question qui s'est posée pour moi, c'était comment est-ce que j'allais pouvoir adapter tout ça au fait que je ne rencontre pas les étudiants pendant les cours, pendant que il fallait tout gérer à distance, donc il a fallu rechercher peut-être des activités dans Moodle qui étaient plus adaptées à cette nouvelle situation où les étudiants, on ne les avait pas tous les jours ou de manière assez fréquente. Donc comment vous avez adapté finalement vos méthodes d'enseignement face à ces nouvelles contraintes techniques de partage de cours finalement? Ça a été la grosse question. Et alors j'essayais déjà d'avoir des cours interactifs pendant les TD. Et le problème, c'est que à distance, c'était beaucoup plus difficile. Et donc, il a fallu découvrir comment fonctionnaient les outils, alors Adobe Connect puis Zoom, pour continuer à autoriser cette interactivité. Alors que on était chacun chez soi, un peu loin, et on se parlait souvent, malheureusement, des noms sur un écran et pas forcément à des gens qu'on voyait en caméra. Donc, il a fallu regreffer les façons dont je fonctionnais en cours dans ces nouvelles pratiques à distance. Est-ce que finalement ça a été vraiment une énorme contrainte et j'imagine surtout pour votre spécialité en STAPS. Est-ce que le Zoom vous a quand même permis de garder un certain contact avec les élèves, ou est-ce que ces écrans noirs ont complètement coupé tout lien que vous avez avec eux? Alors, je crois qu'il faut envisager deux cas. Le cas des pratiques sportives qui se sont arrêtées, mais qui vont reprendre de manière un petit peu disparate, suivant des formes un petit peu différentes, après, dans les confinements qui vont suivre, dans les confinements light qui vont suivre. Et au niveau des cours, la question, c'était vraiment comment rester interactif.
Et malheureusement, ça a été une charge de travail qui était... bon, les journées commençaient très très tôt et finissaient très très tard parce que tout ce qu'on faisait habituellement de manière complètement implicite en cours, là, il fallait que ce soit préparé et donc ça nécessitait de revoir, de tout revisiter, de réadapter les cours que je faisais en CM, par exemple. Je pouvais très vite les commenter en amphi avec des étudiants qui posaient des questions. Là, ils ne posaient plus des questions parce que Zoom, c'est pas très approprié pour poser des questions. Enfin, les étudiants hésitent quand même un petit peu. Donc, il fallait reformater les étudiants pour autoriser ça, pour continuer ça. Et j'étais déjà un utilisateur de questions directes. C'était un outil qui était mis à disposition par le CIPEN. Et là, le problème, c'est qu'à distance, je ne pouvais plus l'utiliser. Et donc, il a fallu comment je pouvais continuer à interpeller, par exemple, en CM, les étudiants à partir de questions. Et ça a été un petit peu compliqué parce que les outils sondage, par exemple de Zoom, ne sont pas très adaptés à ça. Donc est-ce que vous pensez que finalement ces nouveaux outils, ils ont été un petit peu une contrainte à la communication, contrairement à leur utilité première finalement? Je dirais qu'ils ne sont pas forcément faits pour enseigner à distance. Ils sont surtout faits pour se réunir à distance. Alors quand on conçoit l'enseignement comme une réunion, ça marche bien. Dès qu'on veut greffer des activités éducatives dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut aller chercher dans l'utilisation de détourner d'outils qui sont mis, je pense notamment au truc d'atelier là, de Zoom, il faut les détourner un petit peu pour pouvoir continuer à faire travailler les étudiants en termes de partage. Ça pose des problèmes de lien avec les outils de communication qui sont dedans, les outils partage qui sont uniquement adaptés aux ateliers, pas au partage global. Après c'est du bidouillage avec l'outil, quoi. Donc à part Moodle et Zoom, vous avez pu découvrir de nouveaux outils dans cette expérience ou... Non, j'ai pas cherché. À la limite, entre ces deux-là, ça me suffisait. Ça me suffisait et j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour aller voir ailleurs. Est-ce que donc finalement ça a été juste les outils pour vous, c'était l'efficacité en premier? Est-ce que pour vous ça a été des outils qui ont été relativement efficaces à l'enseignement? Oh oui. Oui, et heureusement qu'on les a eus, parce que je ne me voyais pas faire cours en balançant des PDF par mail et puis en essayant de récupérer des rendus d'étudiants par mail, quoi. Ça, je ne voyais vraiment pas ça. Et donc, il a fallu que Moodle, c'était l'outil essentiel, c'était sympa pour ça. Et puis après, quand on était en situation de séquence devant étudiants ou devant écran avec les étudiants derrière, là, il a fallu s'adapter à Zoom et rester dans le mode de fonctionnement Zoom et faire au mieux, quoi, avec ça. Est-ce que finalement, dans Zoom, les élèves ont fini peut-être petit à petit à, je ne sais pas, par exemple, à plus participer? Est-ce que leur niveau de participation, il a peut-être baissé, vu que c'était à distance? Ou est-ce qu'ils étaient toujours présents oralement, même si c'est à travers un écran? Si on mesure l'intérêt des étudiants ou la communication des étudiants par le nombre de webcams allumées, c'était pas très efficace, quoi. Ça, globalement, sauf dans les ateliers. Par contre, dès qu'on descendait sur des ateliers, là, c'était plutôt les cours de type TD, dès qu'on descendait sur des formules qui étaient plus réduites, 2, 3, 4 étudiants qui travaillaient en groupe, là, par contre, les webcams s'allumaient. Donc, ce qui fait que quand je descendais dans les ateliers pour les voir, ça permettait d'avoir un cadre qui était très différent du cadre global, même du groupe de TD, où là, il n'y avait que l'écran noir avec les noms dessus, quoi. Comment vous pouvez l'expliquer, justement, cette communication entre groupes tout de suite où les étudiants allument leur caméra dans ces ateliers? Quelle est la différence, en fait? Je pense qu'elle est à peu près du même type que quand on est en cours. On a acquis des réflexes, on va dire, quand le prof y parle, on ne parle pas, donc ça ne sert à rien d'avoir la caméra. Par contre, quand on est entre étudiants et quand on travaille, quand on a les travaux de groupe en étudiant, la dimension interactive est beaucoup plus importante. Et c'est sans doute ça qui a été le plus difficile à gérer, c'est les travaux en grand groupe et en interactivité. Ça, par contre, ça a été, avec les outils, là, ça a été un peu galère. Donc, quel a été l'outil finalement que vous avez été le plus fier d'utiliser, que vous avez préféré utiliser? Moodle. Moodle. Bon, après Zoom, c'était un passage obligé, mais bon, c'était Moodle, oui, ça, sans aucun problème, Moodle, oui. Donc sur Moodle, donc, vous partagiez vos cours. Vous aviez accès à des vidéos aussi pour les étudiants? Tous les cours, comme je savais qu'il y avait systématiquement des problèmes de connexion, comme je savais qu'il y avait des étudiants qui ne pouvaient pas forcément être là, même s'ils étaient chez eux, il y en a certains qui étaient contaminés. Donc les cours étaient enregistrés
quand je pensais à les enregistrer, et donc les vidéos étaient disponibles après. Donc ça permettait en fait ce double temps, donc à la fois de présentiel à distance et de présentiel, enfin de distanciel réel, avec la possibilité pour les étudiants de revisionner les cours enregistrés. Donc comment finalement, un petit peu à la fin de ce confinement, même si on commence à reprendre une vie petit à petit qui se rapproche du présentiel à 100%, comment vous estimez la qualité de votre enseignement à distance ? J'espère ne pas avoir trop perdu, mais en même temps, je crois qu'il n'était pas si différent de celui que je fais maintenant, c'est-à-dire en classe, quand on est en cours en TD, on est très souvent organisé par groupe, et le schéma atelier correspondait tout à fait à ça. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de différence entre les cours TD, essentiellement en présentiel ou en distanciel. À part évidemment le contact direct qu'on peut avoir avec les étudiants, où là, bon, évidemment, si on va les voir, bon, ça permet d'avoir la dimension un petit peu contact individuel, quoi, direct, qui, celle-là, malheureusement, par Zoom, était un peu absente. Donc pour vous, finalement, la communication, ça reste un des piliers de l'enseignement, pour vous, j'imagine, entre enseignants, mais aussi avec les étudiants. Si enseigner, c'est pas communiquer, je crois que je ne vais pas faire le bon métier. Mais oui, évidemment, oui, la communication. Alors, c'est à la fois une communication de présentation, mais c'est aussi une communication d'apprentissage. Donc, si à un moment donné, on ne communique pas les étudiants dans leur parcours d'apprentissage, je pense que l'enseignement passe mal, quoi. Vous avez eu un retour de vos étudiants sur ce moment ? Oui, alors après, c'est beaucoup de retours informels, parce qu'on a quand même peu questionné. Au niveau STAPS, l'utilisation du numérique, mais l'utilisation différenciée du numérique. C'est-à-dire qu'on a pris les questions qui ont souvent été posées aux étudiants, c'est comment aimez-vous le présentiel, comment aimez-vous le distanciel, et est-ce qu'il y a des différences ? Mais en même temps, le distanciel, je pense que, pour en avoir aussi discuté avec les collègues, il y avait des formes assez extrêmes d'organisation. C'est-à-dire, il y avait à la fois la remise de documents par PDF et par mail, jusqu'à les ateliers Zoom avec les dimensions interactives. Donc, toute cette échelle-là, elle n'a pas été testée en termes de choix d'étudiants, de motivation d'étudiants.